Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Ce soir, ça va encore frapper fort, on va encore rentrer dans le dur avec Maurice Pialat. Pour ceux qui n'étaient pas là, la première séance a été consacrée à l'enfance nue, où c'était une espèce de faux... ça pouvait être une espèce de fausse autobiographie, mais Pialat n'était pas du tout un enfant placé. C'est plus un sentiment d'abandon qui est existentiel, disons, qui a imprégné sans doute son envie d'aller enquêter pour faire ce film L'enfance nue en 69, donc son premier long métrage tardif. Il avait déjà 40 ans et un petit peu aussi, imprégné de documentaires, on pourrait dire de documentaires quasi ethnographiques. On en avait parlé la dernière fois. Là, c'est autre chose, mais vous allez voir que ça parle encore de rupture. Non plus rupture avec la famille, mais cette fois-ci de rupture au sein du couple. Alors je vous en dis pas plus et j'espère que vous resterez pour qu'on échange sur la forme de ce film et sur ce film lui-même. Vous allez voir, il est assez singulier. Sur les circonstances de la façon dont Maurice Pialat a pu réaliser ce deuxième long métrage, donc on est en 72. C'est pas évident a priori que son roman autobiographique qu'il a écrit très rapidement en 1971, en quelques jours, je vous en lirai peut-être un petit peu le début, et qui a donné naissance ensuite à ce scénario, qui est très proche du scénario de ce film, mais il a confié le scénario à sa compagne Arlette Langman. Je prononce ce nom parce que c'est l'une des scénaristes qui vont être importantes chez Pialat, de Maurice Pialat. Or, cette Arlette Langman, c'était la sœur de Claude Langman, alias Claude Berry, dont vous connaissez le nom. C'était un cinéaste, mais aussi un producteur de cinéma. Donc, Pialat connaissait bien Claude Berry, et à ce moment-là, Claude Berry était en couple dans les années 60, à la fin des années 60, avec Marlène Jobert. Alors ça a l'air d'être la petite histoire, mais c'est important, ces connexions-là. D'autre part, Claude Berry était aussi le beau-frère de Jean-Pierre Rassam, qui va donc produire ce film. Donc c'est finalement, on pourrait dire, le mal-aimé, enfin l'abandonné Maurice Pialat, qui se met au cinéma tard parce que c'est très difficile d'y arriver et de financer des films, a quand même cette configuration là de proche et de quasiment familial qui lui permet de monter ce long métrage avec deux énormes vedettes. Pour ceux qui ont mon âge ou plus, vous savez bien que Jean-Yann et Marlène Jobert étaient à peu près au sommet de leur gloire, ou au début du sommet de leur gloire, au début des années 70, et souvent dans un cinéma vraiment populaire, enfin, qui faisait beaucoup d'entrées, que ce soit pour elle... je sais pas, De Broca ou Michel Audiard ou d'autres, et pour lui aussi. Il deviendra d'ailleurs, lui, réalisateur la même année, en 72, Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Donc voilà, un cinéma avec des vedettes, et le film qui a sans doute rapporté le plus d'entrées à Maurice Pialat, presque 2 millions d'entrées pour ce film, Nous ne vieillirons pas ensemble. Un prix d'interprétation à Cannes pour Jean-Yann, qui n'a pas manqué d'énerver Maurice Pialat. Il aurait sans doute voulu que le prix soit attribué soit au film, soit éventuellement à Marlène Jobert, on en reparlera peut-être. Mais donc un film dont il a eu au moins le plaisir de voir que c'était un succès populaire. Et Maurice Pialat a souvent raconté qu'il avait une grande joie, qui est d'aller observer la queue des spectateurs à la séance du cinéma sur les Champs-Élysées, qui s'appelait le Colisée, et de voir ne pas désemplir cette salle. C'était l'une des seules joies qu'il a évoquées dans sa carrière de cinéaste, finalement, puisque vous aurez compris que c'était un grand mélancolique. Alors, je vous laisse avec le film, et j'espère que vous resterez après pour qu'on en discute, voire qu'on s'en remette ensemble. Merci. Bon, le temps de vous laisser émerger un petit peu. Je voulais vous donner Je voulais vous lire un tout petit extrait du roman, entre guillemets, qui est la base du film, donc le roman de Maurice Pialat, puisqu'en fait j'ai dit qu'il s'agissait d'un film, lui, vraiment autobiographique. C'est d'ailleurs assez simple, mais
assez bien dit là. Ce qu'il dit à un moment dans un entretien au Monde, au moment où le film sort, il dit « J'ai fait le film pour me détacher d'une obsession. Quand il a été terminé, c'est devenu une autre histoire que j'avais créée et non vécue. » C'est une formulation très simple, mais en fait qui nous dit que l'autobiographie, c'est toujours aussi autre chose et qu'il n'y a pas besoin que ce soit même de l'autofiction, d'une certaine façon, pour de toute façon faire œuvre. Me semble-t-il. Et du coup, je voulais vous lire un tout petit extrait. Donc, voilà la vie que je menais. Elle était liée à un échec chronique dans mon travail, dû, je crois, au refus profond des concessions qu'il est nécessaire de faire pour arriver à tourner un film, un vrai, un grand, celui qui permet de s'imposer. Et si l'on n'a pas de fortune personnelle, il faut changer de métier. Mais j'en sortais. Ou accepter de basses besognes qui entretiennent sans espoir, rancœur, envie, jalousie, au pluriel et à G continu. Donc être veule où l'on se croit fier et exigeant. En fait, tous les jours et toute la journée, je n'ai guère changé. J'entretenais mes proches, donc Colette, en fait Colette c'est Catherine dans le film, dont la passivité naturelle dans maint domaine facilitait la chose, et Micheline, donc là c'est Françoise, encore assez souvent, quand je restais un peu auprès d'elle et que nous ne passions pas notre temps à nous engueuler. D'ailleurs l'engueulade partait toujours de là, et c'était toujours la même rengaine, le même sermon. Moi j'ai du talent, les autres c'est de la merde, il n'y a pas un film à voir, tu as vu ce tocard qui vient de faire un film, etc. Donc on voit là, on le voit assez peu qu'il est cinéaste dans le film, mais il l'est, et on le voit tourner avec elle. Excusez-moi, j'ai un problème à l'œil, c'est pas l'émotion, quoique. Et en fait, on voit quelque chose qui est au cœur du film et qui est justement cette difficulté professionnelle, cette difficulté à devenir cinéaste. Et là, il se met en scène en tant que cinéaste. Et d'ailleurs, ce qu'on le voit tourner avec elle en Camargue, il l'a tourné puisqu'on a les courts-métrages documentaires de commande que Piala a tourné, notamment un film effectivement sur la Camargue. Donc là, c'est vraiment un film qui est complètement autobiographique. Voilà, les prénoms ont été changés, il tourne avec des vedettes, mais on pourrait dire que même la corpulence de Jean-Yann a quelque chose d'une ressemblance même physique avec Piala lui-même. Donc c'est sans doute l'un des films avec Loulou et avec La gueule ouverte qui est le plus autobiographique. Voilà. Alors après, moi ce qui me frappe à chaque fois à le revoir, et puis je vais vous laisser réagir aussi au film, c'est quand même cette forme dont, me semble-t-il, on ne s'aperçoit pas tout de suite, parce qu'on est pris justement dans l'interaction du couple, on pourrait dire dans une forme de psychologie. Enfin, on est in medias res, on comprend assez vite que ce qui est en train de se produire, c'est une rupture et non pas une histoire d'amour avec un début, un milieu et une fin. Mais tout de même, il me semble qu'il y a un effet cumulatif. Le film n'est pas si long, il donne une impression de longueur pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des blocs, il y a environ 120 plans, ce qui est peu pour un film. Il fera encore moins de plans dans La gueule ouverte, donc des plans séquences, des plans plus longs. Là, le film est un peu découpé, mais pas beaucoup. Donc ça avance par blocs. Et puis, bien sûr, vous l'avez remarqué, il y a un côté itératif, répétitif des séquences, et en particulier des séquences qui sont tournées dans l'habitacle de la R16, dans cette voiture, alors parfois de dehors, parfois de dedans, mais c'est évidemment pas du tout une maladresse de la part de Piala, c'est délibéré. Et finalement, je trouve que c'est assez audacieux, enfin, c'est assez même étonnant de savoir qu'un film comme ça a eu autant de succès. C'est-à-dire que si on sortait aujourd'hui un film sur une rupture amoureuse qui ne cesse pas de se produire tout en advenant pas encore tout de suite, je pense pas qu'on aurait un succès tel. Et finalement, le film est
Piala disait même expérimental à l'époque, en tout cas c'est le mot qu'il a employé, et on voit au fur et à mesure, me semble-t-il, qu'on ressent la durée du film, qu'on ressent ce caractère répétitif, on perçoit un peu plus sa forme. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez eue ou si au contraire vous trouvez que c'est une espèce de grammaire du chant contre chant assez banal, de la conversation amoureuse ou post-amoureuse. Voilà, ça j'aimerais bien savoir quelle perception vous avez eue d'abord peut-être de sa forme. Je reviens assez souvent à la forme pour Piala parce que je trouve qu'on l'oublie trop. Est-ce que certains veulent se risquer là-dessus, sur la perception que vous avez de la forme du film? Alors moi, la forme, j'essaye de trouver. Par contre, moi, j'ai eu un problème de perception de temps. Oui. C'est que il y avait des moments où on avait l'impression qu'il devait se passer beaucoup de temps. L'impression qu'il y avait des vacances, qu'il revenait de vacances, que c'était... Donc je ne savais pas s'il y avait des années, et heureusement qu'à des moments bien précis, il rappelait que ça faisait que 6 ans, donc on voyait qu'on était toujours dans la même année. Ouais. J'en étais même à regarder les feuilles des arbres, à la fin ils épluchaient leurs noix, donc je me disais on est fin de l'été. Donc en fait finalement il s'était passé que fête du printemps, même pas d'ailleurs, on a l'impression qu'il y avait des feuilles, c'est peut-être le tournage qui a fait ça, mais on a l'impression que finalement il n'y a eu qu'un été qui s'est passé, alors qu'on a l'impression que presque il y a les 6 années, quoi, que c'était des allers-retours. Ouais. Je pense que ça aussi, c'est complètement le propos du film, d'une certaine façon, ce que vous dites. C'est-à-dire cette perception d'un temps qu'il faut quand même essayer de caractériser, parce que je pense qu'il y a une vraie recherche là. C'est-à-dire... Et qui est lié à la mélancolie du film, au fait même qu'il perde sa couleur après, hein, ou que la séquence du générique de fin, on l'a déjà vu. On n'a pas exactement ce plan, cette prise, mais qu'on a déjà vu ce moment-là dans l'histoire du couple. Et donc, cette scène finale dans la mer, où elle est en maillot de bain et où elle est dans la mer, on l'a vue, sauf que bien sûr, il y a une différence, c'est qu'ils étaient tous les deux. Et que donc, ce plan final qui perd ses couleurs, et avec la musique de la création du monde de Haydn, évidemment, c'est presque une espèce de définition de la mélancolie. Donc, cette récurrence-là, cette espèce de boucle qu'il y a entre ces deux moments, c'est aussi l'une des manifestations, je pense, du travail qui est fait sur le temps dans le film, c'est-à-dire peut-être 2 choses. J'en parlais un petit peu pour L'Enfance nue, et on va le voir peut-être a fortiori quand on verra À nos amours. D'abord le fait que Piala, disons au niveau spatial, met en scène des irruptions, on pourrait dire, ou des gens qui tout à coup nous apparaissent comme étant dans un espace qui n'est pas le leur et qui le perturbe un petit peu. Typiquement, on peut dire au début du film, ils sont au lit, scène apparemment banale qui pourrait être conjugale. Elle dit chez vous c'est sinistre, j'aime pas chez vous, c'est sinistre. En fait, elle ne le vous voit pas. On comprend assez vite qu'elle parle de son épouse et lui, donc leur appartement à eux. Donc c'est un personnage qui n'est pas dans son espace à lui. Le personnage de Catherine est donc encore un personnage déplacé. Et pour moi, ça fait vraiment un raccord direct entre les déplacements de l'enfant placé, de l'enfant de la DAS, de l'enfance nue, et ici, cette maîtresse qui est dans l'espace conjugal, et on comprend qu'en fait il ne faut pas qu'elle aille à la fenêtre parce que justement il veut quand même respecter l'honorabilité de sa femme par rapport aux voisins. Donc c'est quand même un drôle d'espace à habiter. Donc du point de vue spatial, on est quand même beaucoup dans ce principe d'irruption. Lui, il débarque chez les parents très souvent, il prend sa voiture, voilà, il débarque chez la grand-mère, etc. Donc il y a ça, il y a cet espace-temps de faire éruption quelque part et de provoquer une scène évidemment aussi au sens là de scène de ménage et de scène de situation de cinéma. Mais bien sûr qu'il me semble qu'il y a une surimpression d'un autre temps et qui est le temps
cette fois-ci non pas de l'irruption, mais au contraire un temps très beckettien, si vous avez lu les romans notamment de Beckett, c'est-à-dire le temps qui n'arrête pas de ne pas passer, quoi. Espèce de temps progressif, comme on dirait le progressif en grammaire, quoi, qui est toujours en train de se passer, mais dont on a l'impression que chaque seconde peut être divisée en microsecondes qui n'arrivent pas voilà, qui bégayent en permanence. Et il me semble que par la combinaison de ces deux perceptions de la durée, il me semble que leur combinaison, leur surimpression crée justement une restitution peut-être de ce que c'est que le sentiment mélancolique. En tout cas, moi, c'est ça que que ça m'évoque, disons, ce que ça produit comme émotion, et qui fait que, me semble-t-il, on ne peut pas réduire le film à, par exemple, une étude de la bête toxique que serait, voilà, on dirait aujourd'hui la masculinité toxique du personnage principal, hein, qui ne veut pas lâcher et qui est violent, et puis qui ensuite dit pardon, je reviens. Bon, on connaît ce processus, et il est là. Je veux dire, le personnage est là, et c'est un autoportrait de Piala qui, de ce point de vue-là même, n'est pas complaisant, parce que il se fait pas de cadeaux. C'est quand même lui qui raconte, donc il aurait pu enlever des actes, le t-shirt déchiré, hein, ou autre. Mais en même temps, justement, je pense que quand même tout ce travail rythmique qui est fait sur le spectateur fait passer quelque chose de l'ordre de la mélancolie, par-delà une sorte d'apitoiement qu'on pourrait avoir sur le personnage parce qu'il finit seul. Il me semble, en tout cas, que c'est plus que ça, qu'une espèce de rachat du type abusif par le fait que le pauvre, quand même, finalement, il finit seul. C'est pas ça. Il finit seul à appeler des noix, comme vous le disiez. Il me semble qu'il y a quelque chose de plus profond et qui passe pour moi par cette mise en scène. Si vous vous souvenez, ceux qui ont vu L'Enfance nue, il y a tout un travail sur le regard de l'enfant, hein, qui casse toute sécurité qu'il peut reconstruire dans chaque foyer d'accueil, et qui finalement donne un grand coup de pied à chaque fois et s'exclut lui-même du tableau, non sans jeter un dernier regard à chaque fois qu'il quitte une famille d'accueil qui n'en peut plus de lui. Voilà, il y a cette dynamique-là. Et j'avais dit pour L'Enfance nue qu'il y a un moment où il regarde la grand-mère morte, Mémère la vieille, qui est morte, et nous on ne voit pas le cadavre, mais on voit l'enfant qui est dans l'embrasure de la porte et qui regarde cette femme qu'il aimait, en fait, qu'il avait appris à aimer en quelques semaines, sans doute en quelques mois. Il me semble que ce traitement-là du temps, de cette décomposition de l'amour, hein, quand on comprend, c'est-à-dire presque tout de suite, que le film va être l'histoire d'une rupture déjà en cours quand nous on arrive, on ne le comprend pas tout de suite, mais assez vite quand même, quand on se rend compte que c'est cette temporalité-là, on a quand même un sentiment que, comme dit, pour citer Cocteau, le cinéma c'est la mort au travail, et que, en tout cas, pour Piala, c'est ça, qu'il y a quelque chose de l'ordre de se confronter avec la mort. Et il me semble que ça se boucle dans la scène avec l'épouse, Françoise, la dernière scène. La scène où on pourrait dire un peu le masque tombe, le masque, disons, du bon petit soldat de l'épouse, de l'ex-épouse maternelle, enfin maternante, et où là, on sent quelque chose de l'ordre de la mort. Alors dans le cas là de l'épouse, elle dit en fait je veux tuer personne, mais s'il y a une personne que je voudrais tuer, c'est elle. Voilà, il me semble que c'est un point où tout à coup cette idée que tout ce qu'on a vu, il y a quelque chose de l'ordre de se confronter au travail de la mort, en fait, il me semble que là on peut le percevoir. Mais bon, là peut-être que vous trouvez que c'est une extrapolation et qu'il faut revenir à tout simplement voilà, la relation et la scène au sens de scène de ménage qui se fait tout au long du film. On ne pense qu'au suicide éventuel du personnage principal. Hein. On l'attend presque. Enfin, moi, je l'aurais bien vu. Vous le souhaitez même. Mais quasiment. Je n'osais pas le dire, mais oui. Ça, pour que ça s'arrête d'une certaine façon. Oui, parce que c'est
profondément ennuyeux. C'est profondément ennuyeux. Mais c'est ça la magie de ce film, c'est qu'il nous fait toucher du doigt ce que c'est que l'emmerdement de l'amour qui n'en finit pas de finir, quoi. Et, où il ne parle de rien, enfin, il se passe rien. C'est-à-dire que... Et il pourrait quand même se passer quelque chose de bien s'il se suicidait, mais non. C'est pas de chance. C'est-à-dire que ça se vide, quand vous dites, c'est intéressant, il ne parle de rien, c'est-à-dire que ça se vide effectivement de son contenu, et ça c'est le principe de la scène de ménage d'une certaine façon, en tout cas de faire un décrochement où le couple ne se parle que de ce qui ne va pas dans la façon de communiquer. Et où en fait, du coup, rien, on ne parle effectivement de rien, on ne fait rien non plus. Par exemple, la scène où ils sont tous les deux dos à la mer, voilà, et où il dit allez, on va se baigner, oh non, il fait trop froid, allez, on va se balader, non, j'ai pas envie. Et où en fait, effectivement, on voyage. La voiture, elle est là aussi pour faire des voyages, pour faire des week-ends, comme ils disent. D'ailleurs, Week-end, c'est un film dans lequel Jean-Yann a joué, un film de Godard dans lequel Jean-Yann a joué en 67. Et elle-même, Marlène Jobert, elle jouait dans Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. Bon, voilà, c'est assez amusant, mais effectivement, cette voiture qui est normalement là pour des escapades, pour que ce couple ait en fait un lieu à deux, un lieu où exister comme couple, elle n'est... c'est le contraire de ça. Il n'y a que la voiture. Et d'ailleurs, j'avais vu un entretien INA où il est au restaurant, Piala, avec un critique et avec une femme qui n'est pas, dont on ne sait pas quelle est sa fonction à sa gauche. Et puis la femme, à un moment, participe à la critique du film. Comme ça, ils sont là à dîner ensemble et il lui parle de son propre film. Et elle dit, en fait, mais ce film, c'est qu'on ouvre une porte de voiture, on ferme une porte de voiture, c'est que ça. Alors lui, en fait, il est furieux quand il entend ça, mais au fond on peut comprendre ce qu'elle veut dire, et là, le fait que par exemple il y a 14 scènes de voiture et en fait quand même quand on réfléchit c'est plus cohérent que ça, c'est-à-dire que justement je disais au début qu'elle est dans cet appartement qui n'est pas le sien et en même temps où elle couche avec lui, mais pas aux heures aux heures de bureau de la femme. On pourrait dire que c'est ça aussi le problème de ce couple qui n'en finit pas de se déliter, c'est qu'en 6 ans il n'a pas trouvé de lieu. On pourrait se dire mais ils ont qu'à aller à l'hôtel, enfin, je veux dire, c'est simple de se constituer un lieu, et en fait non. Et même quand on a l'impression qu'il a commencé à trouver un lieu et il dit je suis en train de peindre, c'est déjà trop tard et elle est déjà ailleurs. Donc il y a une espèce de désynchronie à la fois géographique. Elle a plusieurs lieux, ses parents, ses grands-parents, ben voilà, on a l'impression que c'est un jeu de billard comme ça, elle peut toujours lui échapper ailleurs, et lui qui est à la fois en train de lui courir derrière et en même temps à toujours répéter sa scène du je sors, je me suicide, je m'en vais, je prends ma voiture et je suis libre d'aller où je veux, etc. Et ce jeu-là me semble-t-il, rejoue quand même quelque chose qui est en fait qui est proche de ce qui se joue dans le mélodrame, enfin de la structure du mélodrame amoureux, à savoir la désynchronie amoureuse. Le fait que quand l'un est le plus amoureux de quelqu'un, l'autre c'est déjà trop tard, ou l'inverse, ou qu'il n'est pas libre, et donc voilà. Et ça c'est des dynamiques narratives de mélodrame amoureux, sauf que il nous montre presque... c'est comme si au lieu de filmer, disons, de belles funérailles, on filmait un cadavre en décomposition. Donc voilà, c'est ça alors le réalisme, ce serait vraiment ça, le vrai réalisme, disons, ou le vrai naturalisme. Il aurait cette violence-là, il me semble que cette violence-là, elle est appliquée au temps de l'amour et au chassé-croisé, comme ça, des émotions amoureuses, il me semble. Oui, juste ajouter au passage, en fait, pour la voiture, ça me faisait penser au moment où ils sont sur la plage et en fait, ils manquent de s'enliser dans le sable. Je trouve ça assez drôle, en fait, espèce de métaphore. Mais sinon, je voulais juste faire la remarque sur la séquence de la barque, en fait, qui est vraiment magnifique et qui est assez courte, en fait, mais qui est pas une voiture, mais qui est quelque part encore un moyen de transport, voilà, où ils sont
truc un peu transitoire. Et alors cette séquence-là, il le dit ça. Voilà, il verbalise vraiment ce truc où voilà, je t'ai jamais trouvé aussi belle, et maintenant que je te le dis ou que je t'aime, je sais plus comment tu veux me quitter. Alors il y a cette phrase que je trouve, parce qu'il y a quand même des phrases qui restent en tête, et cette phrase qui dit je ne t'ai jamais aimé autant. Donc d'abord ça commence avec je ne t'ai jamais trouvée aussi belle, et vous aurez remarqué dans la barque qu'elle porte la robe qu'il lui a offerte avant, qu'on avait à peine vue, mais on avait juste vu que c'était comme peut-être un chemisier blanc. Ben, on voit que là c'est toute la robe, hein, qui est quand même une robe blanche. On aura beau, c'est une robe blanche. Et puis il dit surtout donc je ne t'avais jamais aimé autant, et après il dit en fait je t'avais pas aimé avant. Deuxième, là, le sol se dérobe à nouveau, parce que je ne t'ai jamais aimé autant. Là, on est encore dans la potentielle déclaration amoureuse performative, hein, c'est-à-dire, voilà, là, je te demande vraiment ta main. Et puis, ce qui tue derrière, en fait, je t'avais jamais aimé avant. Donc là encore, chose trappe en fait du temps, des temporalités à l'intérieur même du dialogue. C'est d'une violence complètement perverse, et c'est rarement montré à ce point au cinéma, et de manière aussi calme, à tel point que cette scène de la barque, puisque après tout dans son film il cite d'une certaine façon, il cite Weekend par exemple, ou bien il cite Ordette, même si Jean-Yann dit Ordet, il cite Ordette de Dreyer, eh bien on pourrait dire que cette scène de la barque, elle garde peut-être la mémoire de l'Aurore de Murnau, hein, où c'est un couple dont l'homme marié a une maîtresse envers laquelle il a une irrésistible passion, et qui donc décide d'emmener son épouse de l'autre côté je sais pas quoi, du lac, et donc de la tuer pendant le voyage. Et c'est vrai que moi j'ai pensé à ça, mais j'ai pensé à ça parce que pour plusieurs raisons, à cause du dialogue, à cause de ce dialogue avec cette chose trappe qui tue, mais aussi à cause du rythme, de la rupture rythmique et du calme qui est apporté, du calme bucolique qui est apporté. On peut évidemment aussi penser à Renoir et à Partie de campagne, et à cette phrase dans Partie de campagne d'Henriette, qui retrouve l'amant, son premier amant, avant d'ensuite s'être mariée avec un type horriblement ennuyeux, et quand elle le retrouve, elle lui dit après j'y pense tous les soirs. Et voilà, il y a des phrases comme ça qui sont des coups au cœur sur une espèce de vérité cruelle. C'est un cinéma de la cruauté. C'est pas juste des personnages qui peuvent être cruels les uns envers les autres, c'est qu'il y a une cruauté foncière, quoi. Et puis il y a son regard à elle quand même dans le chant contre chant, dans la barque. Je sais pas. Oui, parce que le film raconte l'histoire quand même, on le dit, ça paraît évident, mais me semble-t-il, d'un bascule de rapport de force, sinon de pouvoir, mais en tout cas de rapport de force. On a quand même l'impression, en tout cas moi, que dans toute une deuxième partie, elle mène la barque, ou d'une certaine façon, en fait, à partir du moment où il l'humilie le plus la première fois, c'est-à-dire cette scène où il y a des insultes incroyables, c'est-à-dire t'es moche, t'es petite et t'es moche, t'es là, t'attends, t'es là, t'es molle et t'attends, par exemple, et où elle garde le silence, et où on voit juste ses yeux qui deviennent humides, et bien à partir de ce silence et de ce qu'on pourrait croire être une sorte de paralysie de la personne abusée, quoi, en réalité, après, quand même, se développe chez ce personnage de plus jeune femme un processus d'émancipation. Donc il y a quand même un renversement de... Et puis j'aime bien qu'elle dise, parce que tout le film me semble autour de cette perception qu'on a du temps, et que le temps c'est jamais un seul régime de temporalité. Elle dit ça s'est passé petit à petit, quoi. Quand elle lui dit je t'aime, tu m'aimes plus, si, mais je t'aime moins. Je t'aime moins, et ça s'est passé petit à petit. Mais évidemment que tout, d'une certaine façon, se passe petit à petit, sauf que c'est toujours avec cette double... Ça se passe à la fois très brutalement de sa part à lui, ce ne sont que des éruptions de sa part à lui, mais en fait, ce qui gagne, c'est le petit à petit.
Et ça, c'est quand même... Tout ça, ça pose des questions de mise en scène. Je veux dire, on le perçoit parce que c'est dans la mise en scène que ça advient. Et c'est pas pour rien si plein de plans, il décide de laisser sa caméra sans s'approcher des gens. Par exemple, les parents, à la fin, quand il va chez les parents, et que les parents disent, bon, elle a disparu, on ne sait pas où elle est, etc. Eh bien, le dernier plan chez les parents, ils sont comme ça, derrière la table, il y a la coupe de fruits, ça ne bouge pas, ils sont là, la mère répète, mais je vous dis qu'on ne sait pas, il est directeur commercial, mais c'est tout, on ne sait pas plus, etc. Et simplement le fait que le plan, la caméra ne bouge pas, qu'on ne se rapproche pas d'eux, moi je trouve que ça nous met une sorte de doute. Enfin, on se dit, en fait, ils savent très bien, et c'est juste une façon de lui dire arrêtez, quoi. Arrête, ne reviens plus, peu importe, cette histoire s'arrête là pour vous, en fait. L'histoire de cette femme, elle est hors champ. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est qu'elle est passée hors champ. Et on campe sur nos positions. Donc quand même, les choses passent beaucoup par la forme et par la mise en scène, même si c'est pas, ça a l'air transparent comme ça. Et ça a l'air, une fois de plus, et c'est un de nos plaisirs de regarder le cinéma de Piala, de capter, on pourrait dire, les décors réels, la France de l'époque, la façon dont le métro était, enfin les bancs comme ça, Bordeaux, peints en Bordeaux dans le métro, enfin tous ces détails. Mais en réalité, il y a un travail sur la forme. C'est pas juste capter des décors réels. Est-ce qu'il n'y a pas à la fin, quand il y a le dernier rendez-vous dans la voiture, on la voit sortir et je crois qu'elle s'arrête devant, elle lui jette un dernier regard et ensuite elle s'en va. Et en fait, moi je trouvais qu'il y avait un effet un peu écran, enfin, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, voilà, l'écran du pare-brise, etc. Et après la voiture redémarre, en fait on la suit un petit peu. Et là, on enchaîne sur les rushs, enfin, qui reprennent la scène de la baignade. Et je trouve qu'il y a vraiment un effet d'entre guillemets de cinéma au sens où oui. C'est comme si elle s'échappait. Oui, je pense qu'il étudie vraiment ce que c'est que filmer l'habitacle d'une voiture, alors qui est devenu quelque chose comme un dispositif dans le cinéma récent, disons Kiarostami, si vous avez vu Ten de Kiarostami ou d'autres, Taxi, Téhéran, etc. C'est devenu vraiment un décor officiellement unique de certains films. Mais là, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il choisit parfois de rester à l'intérieur, parfois il est sur la banquette arrière et il les filme tous les deux, parfois on voit très très bien qu'il y a le reflet de la vitre, donc on a conscience qu'on est dehors et qu'on la voit avec ce côté laiteux. Donc on a l'impression qu'il explore les différentes manières de filmer l'habitacle. Et c'est pas seulement, comme je disais, qu'ils sont déplacés, enfin que c'est toujours des personnes qui n'ont pas de foyer d'une certaine façon, mais effectivement je pense qu'il va vers la construction de ça, c'est-à-dire la construction, là encore je disais pour l'enfance nue, c'est un regard qui est en train de se constituer, le regard du futur cinéaste qui se constitue, et il me semble qu'on voit encore ça. Alors là, le personnage est déjà cinéaste d'une certaine façon, en tout cas il fait des documentaires de commande, mais effectivement on a l'impression que plus elle lui échappe, d'une certaine façon, plus il comprend qu'il ne pourra pas la rattraper, et plus ça devient une image de cinéma. Et ça devient, on pourrait dire, ça suggère que sa conception même du cinéma a à voir avec la mélancolie, c'est-à-dire la perte, c'est-à-dire cette conscience qu'on ne va pas rattraper ce qui est perdu, quoi. Et c'est la définition pour lui, je pense, du cinéma, oui. Et alors pourquoi du coup avoir choisi à la fin, il montre clairement que c'est des rushs parce qu'on voit le clap dans le champ, etc. Ouais. Et après on passe sur une version en noir et blanc alors qui serait peut-être je sais pas, des essais, on ne sait pas trop, parce que là on sent clairement qu'il donne des indications hors champ, elle réagit, etc. On voit un regard caméra. Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu reprendre en fait la séquence de la baignade mais avec d'autres plans, mais il a vraiment voulu montrer que c'était le tournage. Et comment tu expliquerais ça, en fait Mais justement, je pense que si... Mettons qu'on ait un générique totalement standard après, je ne suis pas sûre qu'on se fasse cette réflexion que peut-être le pare-brise, c'est un écran de cinéma et qu'au fond, le regard du mélancolique, c'est le regard du cinéaste selon Piala.
Tandis que là, on a, disons, cette deuxième couche auto-réflexive de ce que j'ai filmé en tant que moi, Piala, cinéaste, c'est-à-dire les rushs. Les rushs, c'est quoi dans un film? C'est ce qu'il faut perdre pour qu'il y ait un film. Enfin, je veux dire, le montage, c'est ça. On renonce à plein de choses et ça ne veut pas dire que c'était des mauvaises prises. C'est comme ça, c'est ça de faire un film. Donc, il me semble qu'il redit quelque chose de la perte, mais de manière méta-narrative, si on veut. Donc, peut-être que ça enfonce le clou, peut-être trop. Mais je ne suis pas sûre qu'on aurait parlé de ça s'il n'y avait pas eu ce générique final-là. Et en plus, sans couleur. Ouais. J'ai été assez étonnée des relations entre les personnages quand même dans le film. Ouais. Donc la femme légitime, dont au début on se dit qu'elle n'est pas au courant, et finalement on a l'impression que même si c'est même pas elle qui les a fait se rencontrer, parce que je trouvais il y avait quand même quelque chose d'assez gênant, on va dire, dans les relations. Et avec la femme qui a l'air de la connaître, sans l'avoir connue, on se demande même comme si elles n'étaient pas copines. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de bizarre. Et les relations aussi avec les parents, où il venait, alors que c'est quand même un homme marié. Alors je pense pas qu'à l'époque ça se faisait énormément, c'était quand même d'un autre siècle. Mais on a l'impression que tout était normal, quoi. Il était marié, il avait une maîtresse, que c'était presque normal. Enfin, moi, ça m'a légèrement choquée, quand même, ces relations. Et que elle, et par contre, bon, la femme qui disait que même quand elle est partie en Russie, URSS à l'époque, je pense, elle avait rencontré un homme qu'éventuellement elle serait bien restée. Enfin, c'était un peu bizarre quand même les relations. Dans alors ce moi, couple. c'est quelque chose que j'aime bien dans le film, c'est-à-dire que ce n'est pas thématisé, c'est-à-dire que ça pourrait être le centre du récit, à savoir le drame. En fait, voilà. On est séparés, mais on l'est pas vraiment. Ça. Et moi, je trouve que le génie, disons, c'est de commencer exactement à cet endroit, c'est-à-dire le lit conjugal, mais avec la maîtresse, et qui dit en fait, c'est mort ici. Elle dit ça, hein. Elle dit c'est sinistre. Elle dit c'est mort, c'est pas vivant. Et où en fait elle pose du coup le cadre, à savoir que vous êtes un couple, mais on voit que, et là encore on pourrait très bien l'entendre comme une remarque sur un décor de cinéma. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que je disais que c'était autobiographique, c'est que en fait Piala a été complètement maniaque sur le fait de tourner, y compris dans leur appartement, dans l'appartement qu'il partageait avec Micheline, sa femme donc, à la Selle Saint-Cloud dans le 78. Et pareil, enfin, il a cherché vraiment les lieux exacts. Il a refait peindre comme c'était avant, etc. Donc il y a un côté complètement maniaque, un peu fou, enfin, je veux dire obsessionnel en tout cas là-dessus, comme si ça changeait quelque chose. Pour nous spectateurs, non, ça ne change pas, mais c'est quand même, ça met la puce à l'oreille quand même, cet acharnement à vouloir que c'est pas seulement que ce soit vraisemblable ou ressemblant, mais que ce soit le lieu même. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais effectivement, moi au contraire, je trouve que le film est très... alors pour le coup, comment dire, l'air de rien, politiquement, je sais pas comment dire, novateur, parce qu'il fait ni la promotion de l'amour libre, comme on pourrait croire au début des années 70, ça pourrait être une espèce de manifeste pour l'ouverture du couple, et ce serait l'époque après tout, et c'est pas du tout comme ça que c'est présenté. Il ne quitte pas sa femme, et en même temps ça n'est pas non plus présenté comme une situation de crise entre les époux, quoi. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ce ni-ni où ils sont à la fois ensemble et pas ensemble, où ils y habitent. Et ça, c'était la réalité aussi de beaucoup de relations, en fait. De même que les parents qui acceptent la présence de cet homme qui a 15 ans de plus que leur fille, et qui est un peu entre deux âges, qui est un peu proche de leur âge à eux.
moi, au contraire, je trouve ça assez rare de le voir représenté dans des films. Et alors, ça me fait penser que j'ai récemment vu Le Consentement, le film qui s'appelle Le Consentement, et où, au contraire, ça, c'est thématisé, enfin, c'est surligné. C'est-à-dire que la mère, bon, alors de la très jeune fille, hein, soit, voilà, tout ça, on en parle. C'est-à-dire qu'elle accepte finalement cet amant beaucoup plus âgé de sa fille, mais ça, c'est au centre du film. C'est un drame, c'est un jugement moral qu'on est amené à porter sur le parent qui accepte de recevoir à sa table le pédocriminel qui est devenu l'amant de sa fille, etc. Donc ça devient quelque chose qui consiste comme une... Et là, c'est pas du tout ça, en fait. C'est ça que au contraire, je trouve plutôt, j'allais dire rafraîchissant, mais c'est pas le mot. En tout cas, il n'y a pas de posture, me semble-t-il, idéologique anti-bourgeoise. Simplement, les choses sont comme ça. Et on arrive in medias res. Et bah oui, la vie, elle est faite de morceaux qui ne se joignent pas, comme on dit chez Truffaut. D'ailleurs, Truffaut, juste petite note, Truffaut qui s'en est pris après pas mal de la part de Piala, qui n'était pas avare de commentaires négatifs sur les gens de la Nouvelle Vague, mais qui, vous vous souvenez, avait aidé à produire, avait coproduit L'Enfance nue, avait lu le roman avant que le film Nous ne vieillirons pas ensemble se fasse. Et il avait parlé, enfin il a même parlé publiquement en disant ce sera un film vraiment inhabituel parce que ça parle de rupture et on se dit des choses, on s'insulte, de telle manière qu'on ne l'entend jamais. On n'entend jamais en fait il dit pas obscénité, il dit pas, mais au fond c'est intéressant parce qu'il est admiratif de ça. Et quand on pense au cinéma de Truffaut, on voit lui l'espèce de pudeur qu'il a. Il n'y a jamais cette abjection. Il n'y a jamais... Alors, d'ailleurs, il y a un geste dans le film qui est complètement abject. Enfin, après, chacun a ses sommets mais qui est quand elle rentre le soir, enfin le matin, au petit matin, quand elle a fêté son anniversaire, soi-disant avec la fille de la boulangère, et où, en fait, on ne voit rien, mais on comprend dans ce qu'elle lui dit, quand elle lui dit « tu n'aurais jamais dû faire ça ». Vous comprenez ou pas ce qui se passe ? Voilà, mais oui, parce qu'en fait, je pense que quand on le voit qu'une fois comme ça, c'est pas. Ouais. Et ben, ce que je comprends et ce qui est confirmé, parce qu'après, par exemple, Marlène Jobert en a parlé en entretien, etc. Parce qu'évidemment, tout le monde l'a interrogée sur comment le tournage s'est passé, enfin, qu'est-ce qu'elle pensait quelle relation elle avait avec Piala, etc. Et donc, elle évoque assez souvent cette scène. Et donc, cette scène, en fait, il met la main dans sa culotte, quoi, pour savoir si elle a couché avec un homme, comme si c'était une méthode prouvée. Et donc, en fait c'est pas du tout filmé. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas évidemment de plan rapproché, mais ça se passe littéralement hors cadre, en fait. Et il y a juste la réaction, et elle dit « t'aurais jamais dû faire ça ». Oui. Ouais. Il y a une transgression. Ouais. Donc en fait, le film explore, j'allais dire, tous les moyens de transgresser, parce que parfois c'est dans le dialogue et donc c'est une insulte, donc ça s'entend, c'est évident, et c'est ça, l'agressivité est évidente. Et puis d'autres fois, voilà, ça peut être ce geste non nommé, mais qui est en fait franchi de manière, sans retour, en fait, les limites de la relation. Alors on a l'impression qu'elle continue et qu'elle endure. Et en réalité, c'est ça qui est beau et qui, pour moi, au lieu d'un film... j'imagine bien que certains l'ont trouvé misogyne, parce que le personnage est vraiment difficile à supporter, mais en réalité montre, je trouve, très bien ce processus d'apparente passivité qui, en fait, n'empêche pas qu'on puisse, malgré tout, travailler à un moment dire non. Donc... c'est aussi ça, l'histoire du film. Donc je vous montre juste un extrait de La Gueule ouverte, puisque je vous disais que
et La Gueule ouverte et Loulou, c'était ses 2 autres films autobiographiques. Il y reviendra dans son tout dernier film, Le Garçu, mais tu peux lancer. Et donc, La Gueule ouverte se situe dans l'histoire de Piala. C'est un film qui est réalisé après celui-ci, mais qui se situe avant, puisque c'est tout simplement l'histoire de l'agonie de sa mère. Et donc, il est avec Micheline, avec sa femme, qui est cette fois-ci jouée par Nathalie Baye. Et lui est joué par Philippe Léotard. Oui, c'était pour vous montrer un extrait du film qu'on passe pas, parce qu'on en passe quand même beaucoup de Piala, mais celui-là, on va pas le passer. Et vous voyez qu'il y a quelque chose d'encore plus extrême, d'une certaine façon, dans le fait de ne filmer que 2 personnes qui parlent. Et tout est raconté, tout est raconté, mais tout est, j'allais dire, déjà mort. C'est pas vrai, elle n'est pas morte, mais elle est déjà en train de mourir, puisque le film commence et elle est en train de passer au scanner à l'hôpital. Et on sait qu'elle a une maladie grave. Et tout le film, c'est littéralement la mort de la mère en train d'arriver, ce qui n'empêche pas d'évoquer le passé, etc. Mais c'est un film extrême dans le... Alors déjà, il s'appelle La Gueule ouverte, mais c'est un film... phrase qui est prononcée dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Vous vous souvenez, par la grand-mère, qui dit, il me disait, tu mourras la gueule ouverte. Mais en tout cas, le film est extrême dans le fait de condenser cela, de prendre pour partie cette décomposition-là, cette fois-ci du corps et du corps de la mère. Voilà, donc je voulais vous donner juste un petit aperçu de ce film-là, et pour qu'on s'enfonce encore un tout petit peu plus dans cette idée de gâchis, disons de mélancolie, de négativité, dont j'avais dit que c'était un programme de départ en tout cas, pour travailler Piala, et non pas d'essayer de le sauver à tout prix et de voir d'emblée son côté, disons, renoirien, vivant, voire bon vivant. En réalité, bien sûr que tout ça, c'est une dynamique et qu'il y a une tension. C'est pour ça que la prochaine étape de ce ciné-club, ce sera justement un film de Renoir, qui sera La Bête humaine. Et où Renoir, alors si vous êtes venu peut-être au cycle, je ne pense pas qu'on l'avait passé, La Bête humaine, justement, dans le cycle Renoir, et qui est un film intéressant parce que justement il a ces 2 aspects, à la fois on pourrait dire de film noir, de film noir à la française, et en même temps toujours quelque chose de très vivant, voire vitaliste qu'il y a dans le cinéma de Renoir. Et puis bien sûr, c'était un film que Piala avait vu et revu quand il était enfant. Donc voilà, je vous invite à venir le 13 décembre pour la suite du cycle, voir La Bête humaine, et puis ensuite on reprendra le cours de la filmographie de Piala avec Loulou, je pense. Voilà. Merci. Bonne nuit. Merci Charlotte.